Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir une affaire très triste et que j'ai trouvée personnellement très frustrante d'un jeune adolescent à qui la vie souriait, mais qui a eu le malheur de faire une petite erreur, une minime petite erreur qui va lui coûter la vie. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce vers le haut et on est parti. Yoshihiro Hattori est né le 22 novembre 1975 à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi au Japon. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de 3 et il vit avec ses deux parents, Masaichi Hattori, ingénieur, et Mieko Hattori. En 1992, c'est tout heureux qu'il annonce à ses parents qu'il bénéficie de la bourse de Morita Foundation, qui va lui permettre d'étudier 1 an aux États-Unis dans le cadre du programme d'échange AFS, American Field Service. En même temps, il faut dire que sa candidature pour le programme d'échange a fait son effet. Il avait écrit « Où que j'aille, je souhaite faire de ce pays ma seconde maison. Je pourrais cuisiner japonais pour ma famille d'accueil, comme par exemple des côtelettes tempura, et leur montrer le mode de vie à la japonaise. » En 1992, Yoshi n'a que 16 ans et c'est la première fois de sa vie qu'il part aussi loin de sa famille et surtout aussi longtemps. C'est le cœur serré mais très excité qu'il quitte ses parents à Nagoya et qu'il prend son vol direction Bâton Rouge en Louisiane où la famille Haymaker l'attend. Holly, la mère, est médecin généraliste et Richard, le père, professeur de physique théorique. Le couple avait quitté New York dans les années 70 pour s'installer à Bâton Rouge. Holly devient infirmière dans un lycée au nord de Bâton Rouge et sa spécialité c'est de s'occuper des étudiants afro-américains traumatisés par la violence dans les banlieues au point où ils doivent s'endormir au son des coups de feu. Mais malgré sa spécialité, Holly elle-même n'y connaît pas grand-chose en armes à feu et aucune personne de son entourage n'en possède une. Richard et Holly ont un fils, Webb, qui a le même âge que Yoshi, c'est-à-dire 16 ans. Autant vous dire que Yoshi s'intègre à la perfection puisqu'il est extraverti, très sociable, donc il n'a pas peur d'aller vers les autres, et au lycée McKinsey, il est beaucoup aimé. Si au Japon il pratiquait le rugby, aux États-Unis il a jeté son dévolu sur les cours de danse jazz, et pareil, c'est devenu un petit peu la mascotte, la star du cours de danse. Holly lui avait même dégoté un petit vélo avec une lampe pour que Yoshi puisse pédaler jusqu'à ses cours de danse une fois par semaine. Au bout de 2 mois, l'adolescent s'est fait une place de choix dans le foyer des Haymaker et dans le cœur de tous ceux qu'il rencontrait. Le père de famille le dit lui-même, c'était un adolescent extraordinaire. Il était la vie, il se déplaçait dans l'espace comme un danseur. En septembre, Yoshi et Webb vont assister à un festival de blues et c'est à cette occasion qu'ils vont faire la rencontre d'une autre étudiante japonaise en échange à Bâton Rouge. Le courant va très bien passer entre eux et dans les jours qui vont suivre, Yoshi va recevoir un appel de cette étudiante qui va leur proposer de venir à sa fête d'Halloween qui aura lieu dans la ville de Central, au nord-est de Bâton Rouge, le 17 octobre. C'est l'occasion pour Yoshi de rencontrer d'autres étudiants japonais en échange dans les environs. 17 octobre 1992, Yoshi et Webb peaufinent les derniers détails de leur déguisement. Webb est parti pour un déguisement de rescapé d'un accident et ça tombe bien puisque récemment il s'est blessé à la plongée et il doit porter une minerve. Il a simplement ajouté un gros bandage autour de la tête, une attelle au poignet et de gros pansements autour de ses genoux. Yoshi, lui, a sorti toute la panoplie de John Travolta dans La fièvre du samedi soir, ça tombe bien, lui qui est fan de danse. Il a prévu une veste de smoking blanche et un pantalon noir, une chemise à jabot blanche, de laquelle il a pris soin de déboutonner 3 boutons, et il pense même à prendre sa caméra pour immortaliser la soirée. La fête a lieu au domicile de Frank et de Connie Peter, les parents d'accueil de l'étudiante japonaise. Le père de Webb lui prête la voiture familiale et il lui donne les dernières instructions pour se rendre dans la ville de Central. La fête se déroule au 10131 East Brookside à Central. Webb n'est pas familier avec la ville de Central, mais il trouvera. Et en 1992, pas question d'utiliser Google Maps ou Waze. Sauf qu'une fois arrivé sur East Brookside, Webb se met à ralentir pendant qu'il scrute les maisons et il aperçoit une maison qui sort du lot. C'était la seule maison décorée pour Halloween et 3 voitures étaient garées dans l'allée. Il vérifie le numéro. 10311, c'est bien ça. Enfin, c'est ce qu'il croit, puisque Richard lui avait en fait donné le 10131 East Brookside, qui se trouvait en fait à 6 maisons de la 10311 où Webb avait garé sa voiture. Webb fait demi-tour et se gare en face de la maison. Il est environ 20h15 et les 2 adolescents s'avancent vers la porte. Ils sonnent une première fois. Pas de réponse.
Il commence à reculer quand il voit que ça s'anime au niveau de la porte près de l'abri à voiture. À travers la vitre, ils aperçoivent un petit garçon âgé d'environ 8-9 ans en train de les observer à travers le rideau de la porte. Soudain, une femme en peignoir et portant des lunettes ouvre la porte. Mais à peine Webb fait un pas vers elle, qu'elle lui claque la porte au nez. Mauvaise maison. Les garçons se font une raison et font demi-tour lorsque cette fois-ci, c'est un homme, environ la trentaine, qui apparaît devant la porte, un pistolet à la main. Pour une raison que l'on ignore, Yoshi fait demi-tour et se dirige vers l'homme armé en répétant « On est là pour la fête ». Webb a tout de suite compris le danger qu'il encourait et il a crié à Yoshi de faire demi-tour et de revenir vers lui. Et il dira plus tard que peut-être que Yoshi pensait que l'arme était factice et faisait partie un petit peu de l'ambiance de la fête et que de toute façon, il ne portait pas ses lentilles de contact, lui qui était myope. L'homme crie soudain « Freeze !» Ne bouge pas. Mais Yoshi n'écoute pas et continue à avancer. Sûrement qu'il n'a pas compris l'ordre, son anglais restant encore approximatif à cette époque. Et c'est là que le coup de feu part, atteignant Yoshi directement à la poitrine. Il s'effondre sur le béton, sur le dos, tout près de la porte où l'homme se tenait. L'homme referme la porte dans un claquement. Il faut agir vite. Webb accourt chez le premier voisin pour lui demander de l'aide et Stan Lucky, le propriétaire de la maison, accourt sur la scène de crime. Il relève les jambes de Yoshi pendant qu'il demande à Webb de compresser la plaie du jeune garçon pour éviter l'hémorragie. C'est la femme de Stan Lucky qui appelle le 911. Rapidement, les pompiers prennent le relais. À 20h39, c'est les EMS Technicians, donc le SAMU, qui arrivent et embarquent Yoshi à l'hôpital. Mais malheureusement, il ne survivra pas au trajet et cessera de respirer entre 20h48 et 20h49, soit 30 minutes après s'être fait tirer dessus. En parallèle, Holly et Richard Haymaker sont en voiture. Ils viennent de voir Le Dernier des Mohicans au cinéma, un film qui traite entre autres du conflit entre les Français et les Anglais pour s'approprier les terres indiennes. Dans la voiture, ils se disent combien ils sont bien contents de vivre à une époque plutôt tranquille, dans un pays pas aussi violent qu'au XVIIIe siècle. Soudain, le beeper de Holly se déclenche. Elle s'arrête à une cabine téléphonique et compose le numéro qui s'est affiché. À l'autre bout du fil, c'est le commissariat de la ville de Central. Il y a eu un accident. Votre fils va bien. Par contre, l'autre garçon, ça ne va pas. Holly répond qu'elle les rejoindra à l'hôpital, ce à quoi l'officier au bout du fil lui répond que ce ne sera pas nécessaire. Le couple sera alors immédiatement au commissariat de Central où ils retrouvent leur fils Webb assis tout seul dans un coin. There was blood on his shirt and his hands. And he turns and he says, "Mom, what happens when somebody gets shot in the chest like that?" And I said, "Well, sometimes they make it, and sometimes they don't." And Yoshi didn't. And Webb took his head in his hands like this and went, "Oh, his poor mother." Les parents de Yoshi vont apprendre la terrible nouvelle par un employé du programme d'échange. Mieko va littéralement s'effondrer, s'enfermer dans la chambre de son fils et pleurer. Rodney Pierce, 30 ans, boucher dans un supermarché et père de 3 enfants, est placé en garde à vue. Il explique que ce soir-là, il venait de rentrer du travail et il regardait la télé quand on a sonné à la porte. La première fois, il pensait que ça venait de la télé, mais la deuxième fois, il a envoyé son fils de 9 ans pour ouvrir la porte. Bonnie, sa femme, qui ne voulait pas que le petit garçon ouvre la porte tout seul en pleine nuit, s'est rendue elle-même à la porte, l'a ouverte et elle a claqué aussitôt. Apparemment, ce qu'elle a vu l'a terrifiée. Et c'est là qu'elle a dit à son mari d'immédiatement prendre son arme. Selon lui, il n'avait jamais vu sa femme dans cet état. Rodney, armé de son 44 Magnum, ouvre la porte à nouveau et il aperçoit, je cite, une personne orientale d'environ 1m70 qui bougeait très vite. Selon lui, Yoshi riait comme s'il était sous l'emprise de quelque chose. Ce qui l'a vraiment inquiété, c'est l'objet que Yoshi tenait dans sa main gauche. Lui, il pensait que c'était une arme à feu, alors qu'il s'agissait en fait de la caméra de Yoshi. Donc il a crié « Freeze !» Bouge pas. Mais malheureusement, Yoshi a continué à s'approcher et à bouger très vite, selon les déclarations de Rodney. Donc il se serait senti obligé de presser la détente à environ 1m50 de Yoshi. Ensuite, et c'est horrible à dire, il a verrouillé toutes les portes, verrouillé toutes les fenêtres et réuni sa famille autour de la table de la cuisine pour camoufler le son des sirènes de police, mais aussi les gémissements de Yoshi.
Bonnie a aussi été entendue pendant près d'1 heure par la police et elle a pleuré plusieurs fois pendant sa déposition. Elle a bien confirmé qu'elle avait été terrifiée par ce jeune homme qui bougeait très vite, mais elle regrette profondément qu'elle et son mari n'aient pas plus réfléchi sur la situation au lieu de directement passer à l'acte. Elle dira « Il n'y avait aucune réflexion derrière tout ça. J'aurais aimé réfléchir à ce moment-là, si seulement on avait réfléchi. » À la fin de ces interrogatoires, les officiers n'ont pas besoin d'en entendre plus. Rodney s'est défendu face à un danger imminent, donc il n'y a pas de crime, il est innocent et il peut repartir chez lui. Sauf que cette décision va complètement indigner le gouverneur de la Louisiane, Edwin Edwards, et le consul du Japon à la Nouvelle-Orléans, et ils vont vraiment taper du poing sur la table pour que ce crime ne reste pas impuni, et finalement Rodney Pierce sera inculpé pour homicide involontaire. Léa Torrey arrive à Bâton Rouge 2 jours après le drame. Holly Haymaker était terrifiée à l'idée d'être nez à nez avec les parents de Yoshi, et comment ne pas l'être quand Mieko et Masaichi ont fait confiance à cette famille étrangère pour prendre soin de leur fils, pour que finalement ils meurent sous leur responsabilité. Holly appréhendait leurs réactions, leurs insultes, leurs critiques, mais il n'en est rien. À peine l'avion a-t-il atterri que Mieko est littéralement tombée dans les bras de Holly, et la première chose qu'elle a demandé, c'est comment va Webb. Sa seule préoccupation de l'instant, c'était de savoir comment Webb gérait le traumatisme. Le 22 mai 1993 a lieu le procès de Rodney Pierce, 31 ans, un procès largement médiatisé et très attendu. Léa Torrey assiste aussi au procès et ils doivent rester silencieux à écouter Rodney et son avocat dire combien leur fils était effrayant, incontrôlable et très heureux d'effrayer les bonnes gens. De l'autre côté, l'avocat de Rodney décrit son client comme étant un homme bien, un voisin comme les autres, qui a agi seulement pour protéger sa famille et pour se protéger du danger imminent. Mais le procureur Doug Morrow ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, Pierce n'avait aucune raison de tirer, et il a du mal à croire qu'un homme d'1m88 armé puisse avoir aussi peur d'un adolescent d'1m70 pour 59 kg, même s'il bougeait très vite. Les 2 adolescents avaient en plus signalé leur présence à 2 reprises en sonnant ou en frappant à la porte, chose qu'un cambrioleur ou un criminel n'aurait pas fait. Et ni Webb ni Yoshi ne portaient de masque ou de faux sang ou de fausses armes pouvant laisser croire à un danger. Enfin, après avoir sonné à la porte, aucun des 2 adolescents n'a essayé d'entrer par effraction dans la maison, ni même essayé de regarder à travers la vitre pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Le procureur demande à l'accusé « Vous étiez en sécurité, n'est-ce pas ? Et pourtant, vous n'avez pas appelé la police. » « Non, monsieur, » répond Pierce. « Personne n'a essayé d'entrer par la porte d'entrée, ni par la porte du garage. »« Non, monsieur. »« Et vous vous teniez dans l'entrée avec un gros pistolet. » Rodney acquiesce. « Je sais que vous êtes désolé de l'avoir tué. Vous l'êtes ? » ?»« Oui, monsieur. »« Mais vous l'avez quand même tué. »« Oui, » répond Rodney. Rodney répondait d'un ton très monocorde et parfois il éclatait même en sanglots, mais ce qui va aussi jouer en sa défaveur, c'est le fait qu'après avoir blessé Yoshi, ni lui ni sa femme n'ont tenté de porter assistance à l'adolescent et au contraire, ils se sont barricadés à l'intérieur de la maison jusqu'à l'arrivée de la police 40 minutes après le drame. Un voisin va même déclarer qu'il avait demandé de l'aide des Pierce, mais Bonnie l'avait envoyé bouler et lui aurait crié de s'en aller. La seule véritable réaction du couple, selon le fils de Rodney et de Bonnie, c'est Bonnie qui a crié à son mari « Mais pourquoi tu lui as tiré dessus ?» Au bout de 7 jours de procès et 3h15 de délibération du jury, Rodney Pierce est déclaré non coupable et il est acquitté. On considère qu'il a usé de son droit de protéger son territoire dans le cadre de la loi Stand Your Ground. That was their property. They own that. They have the right to protect it. They have the right to go outside the door anytime they want to. Une décision qui va bien sûr indigner les Hattori, les Haymaker, les gens qui sont contre les armes et surtout le Japon tout entier qui ne comprend pas cette culture des armes aux États-Unis. Néanmoins, en septembre 1993, une action est intentée contre Rodney Pierce et cette fois-ci, on reconnaît que sa réaction a été disproportionnée par rapport à la situation. Le couple aurait très bien pu s'enfermer à double tour à la maison et contacter la police s'il se sentait vraiment en danger, ou bien Rodney aurait très bien pu tirer en l'air pour effrayer Yoshi au lieu de lui tirer directement dans la poitrine et lui transpercer le poumon. Sans parler du fait qu'à deux, Bonnie et Rodney pouvaient largement maîtriser Yoshi. Des preuves médico-légales démontrent que contrairement à la déclaration de Rodney et de Bonnie, Yoshi se déplaçait lentement, voire pas du tout, et que ses bras étaient éloignés de son corps. Il ne représentait donc aucune menace.
Les Pierce ont été condamnés à verser 650 000 $ de dommages et intérêts au Hattori, un jugement qui a été confirmé en 1995. Les Pierce ont fait appel 2 fois, mais ils ont été rejetés en 1996. Bizarrement, l'assurance du couple a accepté de payer 100 000 $, ce qui veut dire que Rodney était redevable de 550 000 $. Rodney a déclaré à la presse ne plus avoir d'armes et ne plus rien vouloir à faire avec elle. Après le procès, les Pierce ont perdu leur maison et Rodney a perdu son emploi. Ils vivent maintenant dans un parc à mobil-homme. Un hommage à Yoshi est organisé dans l'église des Haymakers. Mieko a déclaré compatir avec le tueur de son fils, qu'elle considérait lui aussi comme une victime de cette culture des armes à feu qui lui a dans un sens gâché la vie. Après l'hommage, Mieko a laissé une note au pasteur, une note de remerciement, sur laquelle elle a écrit qu'au départ, elle avait souhaité la mort de Rodney Pierce, mais que finalement, c'est à ces lois permettant à n'importe qui aux États-Unis de posséder une arme qu'il faut en vouloir et il faut lutter contre elle plutôt. Elle termine sa note par « Nous aimons l'Amérique, alors nous voulons qu'elle soit digne de notre respect et de notre admiration ». À leur retour au Japon avec les cendres de leur fils, Mieko a réfléchi dans l'avion à la suggestion de Webb d'écrire à Bill Clinton, qui était à cette période candidat à la présidentielle et qui surtout était en faveur du contrôle des armes à feu. Dans l'avion, Mieko s'était endormie et elle avait rêvé que son fils lui a demandé de créer une pétition pour que les Américains se débarrassent de leurs armes à feu. À son réveil et jusqu'à l'atterrissage de l'avion, elle a eu le temps de rédiger une sorte de brouillon qui allait devenir la pétition qui circulera dans tout le Japon. En 1992 et 1993, il était tout à fait possible et envisageable de limiter la circulation des armes dans le pays. Aujourd'hui, c'est moins possible avec plus de 400 millions d'armes à feu dans les mains de personnes lambda aux États-Unis. Les Hattori ont commencé par faire circuler cette pétition parmi l'entourage et les amis de Yoshi et rapidement, ils ont pu collecter plus de 1,7 million de signatures, ce qui est énorme à l'époque. Les Haymakers de leur côté ont également fait circuler une pétition qui a récolté 150 000 signatures. C'est vraiment énorme puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les emails, etc. Donc c'était plus difficile de faire circuler les pétitions et ils ont vraiment fonctionné au bouche à oreille, au porte-à-porte et par courrier écrit. La pétition des Haymakers a atterri au Congrès et celle des Hattori est arrivée jusqu'au président qui a reçu les 2 familles à la Maison-Blanche en novembre 1993. Selon Mieko Hattori, Bill Clinton les a bien accueillis et s'est montré très compréhensif. Lui-même était en faveur du contrôle des armes à feu, mais malheureusement, le pouvoir du président a une limite. Mais grâce à son soutien, et aussi grâce au fait qu'en cette période, nous étions en plein anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, ont permis aux Hattori de sensibiliser le monde entier sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Le même mois, la loi Brady passe et elle impose une vérification systématique des antécédents de chaque personne souhaitant acquérir une arme à feu, plus un délai d'attente de 5 jours après l'achat. En septembre 1994, le Congrès fait passer une loi interdisant aux civils de posséder certaines armes considérées comme des armes d'assaut. À ce jour, les Hattori n'ont reçu que les 100 000 $ de l'assurance des Pierce, donc il leur manque 550 000 $, mais cet argent, ils l'ont tout de suite investi dans des organisations et des associations anti-armes à feu aux États-Unis. Ils ont également créé une bourse permettant aux étudiants américains de visiter le Japon et à ce jour, 30 étudiants ont bénéficié de cette bourse. C'était un moyen pour les Hattori de découvrir une nouvelle culture où les armes à feu ne sont pas du tout une nécessité. Les Hattori et les Haymakers ont jusqu'à ce jour continué à soutenir les organisations et les débats en faveur d'un contrôle des armes à feu. Les Haymakers sont aujourd'hui à la retraite et ils continuent à vivre à bâton rouge. In September 1994, they helped organize a silent march in Washington, D.C. Over 40,000 pairs of shoes were placed around the Capitol to demonstrate the thousands of Americans killed by guns every year. Many of the shoes belong to actual victims. Malheureusement, bien que certaines choses ont évolué depuis la mort de Yoshi, force est de constater que la question des armes à feu est toujours un sujet d'actualité aux États-Unis, avec notamment des lois de plus en plus permissives et en faveur de l'autodéfense dans certains États, et également les nombreux drames liés aux armes à feu qui continuent de traumatiser les États-Unis et au-delà. But in March 1994, the people of Japan were again outraged by an incident of American gun violence. In Los Angeles, 2 Japanese college students were killed in a carjacking, a crime never before encountered in Japan. But while the criminal intent behind these deaths was very different from Rodney Pierce's motives in defending his home,
Many in Japan saw it as another symptom of a gun culture spinning out of control. En mars 2018, après la fusillade de Parkland en Floride, où 17 personnes ont perdu la vie et 15 ont été blessées dans les mains d'un ancien élève du lycée Marjory Stoneman Douglas, les Hattori ont participé à la March for Our Lives à Nagoya pour montrer leur soutien aux victimes et pour montrer que 26 ans après la mort de leur fils, rien n'a vraiment changé. On s'est demandé si une part de racisme n'avait pas joué dans ce drame. Dans ses déclarations à la police, Bonnie parle de Yoshi à plusieurs reprises en tant que personne orientale, terme banni en 2016 par le président Obama dans le cadre d'un projet de loi visant à effacer les occurrences du terme oriental de la loi fédérale pour le remplacer par personne asiatique. Elle avait aussi précisé que Yoshi avait la peau plus foncée que la sienne. Alors à Bâton Rouge, on a suggéré que Bonnie avait pris Yoshi pour un homme noir à peau claire et que s'il avait été blanc, elle n'aurait jamais eu aussi peur. Bonnie nie en bloc ces hypothèses. I have often wished that we'd had a French boy or a Norwegian boy, because I'm not so sure that that boy would have been shot. The moment Bonnie saw Webb, she thought nothing was unusual. She then saw Yoshi, and within a half a second, the door was slammed and get your gun. Didn't believe he was black. Even if he was, that wouldn't have had anything to do with it. It was his fast movement toward that door that scared me so bad, not the color of his skin. Malheureusement, cette tragédie n'a pas seulement marqué les Hattori, Webb aussi en est sorti profondément traumatisé. Toute sa vie, il a essayé d'extérioriser ce traumatisme en se donnant corps et âme à la guitare et au saxophone. En 1994, il quitte le lycée et commence des études en art où il apprend à extérioriser par le biais de l'écriture. Après son diplôme, il obtient un master dans le social à l'Université de Columbia. Puis il devient pédopsychiatre et retourne vivre en Louisiane en 2018 pour continuer son activité à la Nouvelle-Orléans. Mais ses efforts pour vaincre ses démons n'ont jamais vraiment suffi à chasser son sentiment de culpabilité. Il souffrait du syndrome du survivant et culpabilisait d'être encore en vie alors que son camarade, qui avait en plus le même âge, n'a pas eu cette chance. Le 2 mars 2022, Webb, âgé de 46 ans, met fin à ses jours. Holly Haymaker déclare « À l'annonce de la nouvelle, j'ai hurlé et me suis effondré au sol, comme Mieko Hattori, 30 ans auparavant. » Elle veut également que le public sache que Webb n'a pas utilisé d'arme à feu pour mettre fin à ses jours, ultime signe de respect et de gentillesse envers les personnes victimes des armes à feu et également pour les militants en faveur de leur contrôle. C'est une affaire que j'ai trouvée à la fois triste et frustrante et que l'on soit pour ou contre les armes à feu, il faut reconnaître qu'elle pose beaucoup de problèmes. En moyenne, il y a 492 décès accidentels aux États-Unis, incluant les accidents provoqués par des enfants. En octobre 2023, on dénombre 58 fusillades dans les écoles aux États-Unis, seulement sur l'année 2023, faisant 67 blessés et 28 morts. Quant à la loi Stand Your Ground, protège ton territoire, visant à tirer si on se sent menacé ou si on est en danger imminent, j'avoue la trouver très utile parfois. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo sur la TikTokeuse Ava Marjorie. Mais je trouve que la limite entre ce qui est une menace et un danger et ce qui ne l'est pas est très très floue et c'est surtout subjectif. Une personne peut se sentir en danger pour rien du tout, comme par exemple dans le cas de Yoshi Hattori, et il faut avouer que certaines personnes aussi en profitent pour tirer pour un oui, pour un non. Donc si on ne veut pas être radical et interdire complètement les armes à feu, il faudrait vraiment se pencher sur cette loi Stand Your Ground et établir des limites claires. Par exemple, pour moi, la mort de Yoshi n'est absolument pas justifiée et elle n'aurait jamais dû entrer dans le cadre de la loi Stand Your Ground. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est un sujet assez lourd et je pense qu'il peut créer débat, n'hésitez pas à réagir dans la barre de commentaires, laissez-moi un pouce vers le haut pour le référencement, abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie et si mon contenu vous intéresse. En attendant, soyez prudents et prenez soin des vôtres sans pour autant tomber dans la paranoïa. Bye!